Premièrement, donc, vous l'avez dit, nous avons un usage absolument immodéré du terme territoire en français. Ce qui nous rend d'ailleurs totalement incompréhensible à nos collègues étrangers qui ne comprennent pas ce que nous entendons par territoire. C'est absolument intraduisible dans les différentes langues qui nous... en tout cas, telles que nous utilisons le mot territoire, c'est absolument intraduisible dans les différentes langues au moins de la communauté européenne, de l'Union européenne. Bon. Alors, donc on a assisté depuis, en fait, depuis la décentralisation, depuis une trentaine d'années, à une inflation de ce terme-là, et donc tout doit faire territoire, d'une certaine façon. Donc et tout, d'une certaine manière, devrait se résoudre ou se précipiter dans de l'administration ou de la gestion territoriale. Donc ça a commencé par le développement local, ça on peut comprendre qu'il y ait une dimension territoriale. Ensuite, on a beaucoup parlé finalement à travers la politique de la ville de la manière dont la question sociale et des inégalités entre les groupes sociaux et les individus devait se traiter via la question, l'approche territoriale, les fameux quartiers sensibles, etc., etc. Et de fil en aiguille, nous avons tendance à constituer ce terme de territoire, qui n'est même pas une notion, comme le précipité de toutes les questions. Je pense que les géographes qui sont dans la salle ne me démentiront pas. Je pense que nous avons intérêt collectivement à essayer de calmer le jeu sur cette inflation territoriale et à nous dire, bon, au fond, remettons le territoire à sa place. Bon, en disant, au fond, quand on dit territoire en France, ça veut dire quoi? Ça veut dire collectivité territoriale. Bon. Alors c'est vrai que l'usage du mot territoire permet des espèces de connotations un peu anthropologiques, complexes, mystérieuses, etc., etc. Mais de fait, quand nous disons territoire en France, en réalité, nous désignons les collectivités territoriales. Et déjà, c'est pas simple. Déjà, c'est pas simple. Et donc, en disant ça, je dirais, mon premier point, c'est que attention à ne pas précipiter la totalité des stratégies d'acteurs, des questions socio-économiques, des questions humaines, des politiques publiques dans le territoire. Le territoire, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la question sociale, de la question économique, de la question environnementale, du développement, de l'enseignement supérieur, etc., etc. Et donc, je pense qu'on a intérêt à se dire, prenons le territoire au sens collectivité, c'est-à-dire gouvernement par des collectivités locales ou des institutions assimilées à des collectivités locales, des intercommunalités, comme un des éléments du paysage, une des fonctions avec lesquelles on doit composer dans l'élaboration de stratégies, qu'elles soient universitaires, économiques, environnementales, etc., etc., mais pas comme étant le grand ordonnateur et le grand pilote de la totalité des questions humaines, voire non humaines d'ailleurs, qui nous concernent aujourd'hui. Bon. Alors, une fois qu'on a dit ça, et alors, enfin, dire ça, c'est quand même déjà renvoyer à un certain nombre de responsabilités qui sont importantes pour les collectivités. Donc, elles ont suffisamment de responsabilités, je dirais, pour ne pas essayer de s'en arroger d'autres. Par exemple, vous qui êtes juriste, vous connaissez ça mieux que moi, on parle de compétences territoriales générales des collectivités locales. Alors peut-être qu'on pourra avoir la discussion avec Nicolas. La compétence territoriale générale permet effectivement à une collectivité qui dispose de cette compétence, au fond, de traiter tous les sujets qui émergent, en quelque sorte, sur l'agenda politique de son territoire. Mais ça ne donne pas, pour autant, autorité, au sens d'autorité organisatrice à la collectivité, sur les sujets en question. On l'a bien vu... c'était un peu le sens d'ailleurs des réformes territoriales successives que d'essayer de clarifier, comme on dit, les compétences et les domaines d'intervention. Un des grands problèmes me semble-t-il, de la loi de 82, qu'on essaye de corriger aujourd'hui, pour partie d'ailleurs, on pourrait dire que les réformes successives de décentralisation consistent à essayer de traiter tous les problèmes qui ont été posés par l'acte fondateur de 82.
on pourra en reparler. Qu'est-ce que c'est que cet acte fondateur de 82 ? C'est deux choses. C'est premièrement, toutes les collectivités se voient attribuer la clause générale de compétences territoriales, c'est-à-dire que toutes les collectivités, au-delà de leur bloc propre de compétences, ont vocation à intervenir sur la totalité des questions qui peuvent à un moment ou à un autre surgir sur l'agenda politique de leur juridiction territoriale. Ce qui n'est pas complètement faux dans la mesure où ces collectivités sont élues au suffrage universel direct et que l'électeur, évidemment, quand il pose des questions aux politiques, il ne trie pas nécessairement ces questions en fonction des blocs de compétences juridiques qui sont attribués ou préattribués aux collectivités. Bon. Et donc, du coup, toutes les collectivités se sont mises à tout faire, toutes, ou plus exactement, à intervenir dans tous les domaines possibles et imaginables, et surtout, d'ailleurs, dans les domaines qui n'étaient pas directement dans leur bloc de compétences, tout simplement parce que quand vous intervenez dans votre bloc de compétences, au fond, personne ne vous en sait gré parce que vous êtes d'une certaine manière programmé pour intervenir dans votre bloc de compétences. Là où vous estimez pouvoir faire du gain politique, c'est au contraire quand vous faites de l'intervention en dehors de vos blocs de compétences, où vous êtes réputé être souple, innovant, expérimentateur, prendre des risques, etc., etc. Donc ça a été alors je ne dis pas que c'est un péché originel, mais enfin ça a été un des actes fondateurs de la décentralisation, qui a constitué finalement, non pas... Alors la question, ce n'est pas le millefeuille, c'est le fait que chaque feuille du millefeuille dispose d'une certaine manière de la même souveraineté, si j'ose dire. Le terme de souveraineté était peut-être un peu exagéré en l'occurrence, mais enfin d'une même capacité polyvalente d'évocation et de traitement des questions. D'où, à une époque, la floraison de panneaux dans les villes où on voyait financement de la région, du machin, du truc, etc. Bon. Deuxième péché originel, alors je ne sais pas là non plus si c'est un péché originel ou pas, mais qui est lié à la nature de notre État, qui est que notre République, qui est qu'aucune collectivité n'a d'autorité sur les autres. Donc tout le monde peut tout faire, sans qu'il y ait de hiérarchie dans les interventions des collectivités les unes par rapport aux autres. Puisque, en dernier ressort, alors là pour le coup, la souveraineté appartient au législateur, et donc personne ne peut s'arroger l'exercice. Et tout le débat d'ailleurs qui a été à l'origine, pour partie de la loi NOTRe, et qui n'est pas vraiment tranchée d'ailleurs, enfin peut-être qu'on pourra y revenir, c'est doit-on ou pas attribuer une capacité, sinon normative, du moins prescriptive, alors bon, vous connaissez ça mieux que moi, aux régions dans leur domaine de compétences, de façon à leur conférer une forme d'autorité sur les autres collectivités. Donc nous vivons dans cet univers dans lequel, le territoire est devenu une espèce de précipité de la totalité de nos questions. Deux, ce territoire sont administrés par des administrations élues au suffrage universel direct, qui sont non seulement empilées les unes sur les autres, mais qui, en plus, disposent toutes de la même compétence générale. Et trois, qui, en plus, ne sont pas régulées entre elles dans la mesure où il n'y a pas d'autorité hiérarchique, la seule régulation se faisant en gros sur le principe des blocs de compétences, mais ce principe des blocs de compétences, comme on l'a vu, comme je viens de le dire, ne préjuge pas des types de domaines dans lesquels les collectivités vont intervenir. Et donc, alors, pour utiliser un concept géographique pointu, c'est quand même le bordel. Cette affaire-là. Alors, je vous ai dit, ça c'est un concept traduisible dans les autres pays. Bon. Alors, ce qui a été essayé, tenté, en matière de réforme territoriale depuis des années, au fond, ça a été trois directions qui ont été tentées par rapport justement à ces péchés originels. Première direction, effectivement, essayer de produire des juridictions ou des territoires au sens administratif qui correspondent plus ou moins à quelque chose qui ressemblerait à des périmètres pertinents. Et alors, là-dessus, Nicolas est bien mieux placé que moi pour
pour le dire, c'est tout le processus de création des intercommunalités, où on a essayé... Alors, pas vraiment de fabriquer des territoires pertinents au sens socio-économique du terme, mais plutôt, comme le dirait un autre géographe qui s'appelle Xavier Desjardins, des territoires consistants, c'est-à-dire des territoires qui donnent de la capacité à agir, par rapport à une logique quand même de fragmentation communale qui fait qu'on se retrouvait avec des collectivités qui existaient sur le papier, mais qui, dans les faits, n'avaient que très peu d'existence. Donc il y a eu ce premier travail d'essayer quand même, à partir des territorialités fragmentées, en quelque sorte, de produire quelque chose qui ressemble à quelque chose, en fait, et qui donne de la capacité à agir aux exécutifs locaux. La deuxième tentative, ça a été d'essayer de, justement, clarifier les compétences, en essayant de remettre un peu d'ordre dans ce système où tout le monde avait le droit de faire à peu près ce qu'on voulait, avec à la fois cette idée d'essayer d'approfondir les blocs de compétences et en créant notamment la notion un peu floue donc, au plan juridique de chef de file. Le chef de file, c'est celui qui alors a un pouvoir de chef de file. Bon. Alors, vous savez sûrement beaucoup mieux que moi ce qu'un juriste entend par chef de file. Alors, on le voit aussi dans des tentatives assez maladroites ou inabouties d'échafauder des formes de hiérarchie de normes, par exemple, en matière de documents d'urbanisme, où on a parlé des documents qui devaient être compatibles entre eux. Vous avez beaucoup parlé de cohérence. Bon, c'est un terme qui a énormément été utilisé ces dernières années pour dire, finalement, c'est vrai, il n'y a pas de tutelle d'une collectivité sur une autre, mais quand même, il doit y avoir compatibilité des documents entre eux, cohérence des différentes stratégies, etc. Alors, allez essayer de construire, là, pour le coup, juridiquement, même d'un point de vue contentieux, je dirais, cette notion même de cohérence et de compatibilité, très compliquée. Troisième logique, on essaye de réguler le système, ça a été de dire, effectivement, essayons d'attribuer une forme d'autorité supérieure, notamment aux régions, pour leur donner vraiment une capacité non seulement à agir, mais aussi une capacité à orienter l'action des autres collectivités de façon à travailler la question de la cohérence, etc. Bon. On se rend compte dans la pratique que ces différentes tentatives posent véritablement problème. Alors je laisse de côté la question de l'évolution des périmètres. J'y reviendrai tout à l'heure, mais je laisse de côté la question de l'évolution des périmètres sur lesquels Nicolas a beaucoup plus de billes que moi. Mais sur les deux autres points, c'est-à-dire la question de la clarification des compétences et la question d'une certaine hiérarchie, en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, on n'y arrive pas. On a du mal. Dans notre univers de culture politique à la française, on voit bien que aller vers une forme de hiérarchie normative et politique des territoires signifierait quelque part aller vers une forme de fédéralisme et donc en réalité de choisir ou de privilégier un échelon par rapport à d'autres échelons. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que les États fédéraux? Ce n'est pas des États décentralisés. La France est l'État le plus décentralisé du monde, d'une certaine façon. Qu'est-ce que c'est que des États fédéraux? C'est des États qui sont centralisés au niveau de la région, enfin de ce qu'on appelle, nous, les régions, les cantons, les Länder, etc. Et donc ça, c'est très, 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 très compliqué. Alors c'est d'autant plus compliqué que pour des raisons, vous le savez, culturelles et très pratiques, tous les étages du millefeuille sont représentés non seulement dans les assemblées délibérantes, mais aussi dans les partis politiques, puisque les partis politiques sont des partis d'élus. Et donc vous avez tous les étages du millefeuille. Vous allez à l'université d'été du PS. Bon, en fait, qu'est-ce que vous avez en face de vous? Vous avez des maires, des présidents d'agglo, des conseillers généraux, des présidents de conseil général, des conseillers régionaux, etc. etc. Bon. Et donc, évidemment, arbitrer à l'intérieur des partis politiques pour dire, bon les gars, on se met d'accord pour donner le pouvoir aux régions, c'est absolument impossible. Hein, c'est absolument impossible. Bon.
Enfin, de mon point de vue. Ça ne veut pas dire que le système est bloqué, ça veut dire que cette voie d'un certain fédéralisme est aujourd'hui très difficile à emprunter, me semble-t-il, en l'état actuel de la culture politique, de la pratique politique française. C'est beaucoup plus facile en Grande-Bretagne. Alors en Grande-Bretagne, c'est merveilleux la Grande-Bretagne, là, pour quelqu'un qui fait pas de l'aménagement du territoire, parce que eux, ça ne les intéresse pas, mais qui fait de l'organisation territoriale. Bon, il n'y a pas de constitution, donc il n'y a pas de problème d'inscription dans la constitution des départements, des communes, des régions. Donc vous pouvez rayer ça d'un trait de plume. Hein. Donc on crée le Grand Londres, on le fait disparaître, puis on le recrée. Le gouvernement de Blair crée des régions, le gouvernement de Cameron les fait disparaître. Le ministre de l'Intérieur actuel s'adresse aux grandes villes du Nord en leur disant « Bon, les gars, vous êtes en retard par rapport à Londres, etc. Je vous propose un deal. Vous créez des constitutions locales avec un maire-président et une assemblée délibérante, en échange de quoi je vous dévolue des financements supplémentaires. » Donc, on est dans un régime qui est aux antipodes du nôtre, où nous, on est obligé à chaque fois de passer par des contorsions juridiques extraordinairement complexes pour essayer de réguler le système, alors que, bon, en Angleterre, on est finalement dans un système qui est d'abord beaucoup plus centralisé, mais qui aussi se joue beaucoup plus dans un jeu conventionnel qui permet du contrat et du donnant-donnant entre le centre et la périphérie. Donc voilà, alors sur ce premier point, trop rapidement esquissé, il me semble que nous sommes finalement dans une espèce de grand écart, où d'un côté, nous avons une espèce de fétichisme du territoire, auquel finalement nous allons, grâce à cette approche territoriale, résoudre la totalité des maux qui affectent la société française. Nous allons être compétitifs, solidaires, durables, etc., par l'approche territoriale. Et en même temps, nous avons fabriqué un appareil territorial qui est, dans une relative mesure, faiblement en capacité d'agir collectivement. Bon. Alors, évidemment, Nicolas va me démentir, et il aura raison, parce qu'il y a de l'action quand même. C'est-à-dire qu'au fond, comme le disent les collègues politistes, le miracle, c'est pas qu'il ne se passe rien, c'est qu'au bout du compte, il se passe quand même quelque chose. C'est ça, je dirais, le grand mystère de la science politique en France, en tout cas, mais dans d'autres pays aussi. Hein, c'est pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, alors que... pardonnez-moi. Alors que tout nous inviterait à l'incapacité. Alors, ça sera mon deuxième point, si vous me permettez. Mon deuxième point, c'est pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? C'est que finalement, ce dispositif... Oui, Heidegger ne savait pas, moi oui. Bon, voilà, mais ça c'est le privilège des géographes, des mauvais géographes. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? C'est parce que ce champ extraordinairement complexe et extrêmement... finalement difficile à lire et faiblement orienté vers l'action, néanmoins est un champ qui est favorable aux entrepreneurs politiques. Et donc là où il se passe quelque chose, en fait, on le voit bien, c'est là où a pu se constituer, grâce à cette extraordinaire complexité qui en réalité en même temps permet tous les jeux possibles, là où a pu se constituer une forme d'entrepreneuriat politique qui, d'une certaine manière, et ça, je pense que c'est le grand enseignement, pour moi en tout cas, de 20 ou 30 ans de décentralisation, a pris le pouvoir sur le territoire, c'est-à-dire quelques grandes villes en France. Et alors ça, c'est, me semble-t-il, quand même une petite révolution dans le système français qui a historiquement raisonné dans une logique plutôt, pas anti-urbaine, mais disons... dans lequel la ville ou la grande ville n'était pas considérée comme le moteur ou les moteurs territoriaux. De ce point de vue-là, c'est très très différent, là, pour le coup, de la culture britannique, la culture allemande, la culture italienne, la culture belge, ou même espagnole. Et donc, moi, me semble-t-il, cette espèce de chaos apparent, finalement, dans lequel le territoire, c'est à la fois tout et rien, ça a été le terrain de jeu des maires des grandes villes qui ont progressivement pris le pouvoir sur le territoire.
Et moi, je retiendrai politiquement, si vous voulez, de toute la séquence législative que nous venons de vivre. Moi, la loi NOTRe, en tant que telle, on pourra y revenir. Hein. Moi, je pense que la loi NOTRe, alors Nicolas n'est pas du tout d'accord avec moi là-dessus, mais je pense que la loi NOTRe enfin, apporte pas grand. Enfin, je ne vois pas très bien exactement ce qu'elle apporte de plus. Mais moi, je retiendrai de la séquence législative, c'est la loi dite MAPTAM, ou MAPTAM, qui, même si elle n'apporte pas énormément de pouvoir supplémentaire, est quand même l'acte de reconnaissance du pouvoir des villes sur le territoire. Et quand je dis les villes, ce n'est pas les communes-centres, c'est, alors là pour le coup, les systèmes agglomérés qui sont aujourd'hui inscrits dans des logiques d'intercommunalité. Alors après, avec des lignes de fuite qui peuvent éventuellement se transformer en communes de plein exercice, etc. Mais où finalement, on a opéré de manière, sans trop le dire, deux révolutions silencieuses. La première, c'est justement, on sort d'un principe d'égalité des territoires et on reconnaît d'abord implicitement, puis ensuite explicitement, que tous les territoires ne sont pas égaux et qu'il y a une vraie prise enfin, bon, moi j'appelle, alors ça c'est le côté géographe, moi c'est ce qu'on pourrait appeler le plissement urbain, quoi, si vous voulez. C'est un peu comme le plissement pyrénéen ou le plissement alpin, c'est-à-dire dans un maillage qui se voulait égalitaire, dans une représentation égalitaire d'équivalence des territoires, vous avez un surgissement du pouvoir politique urbain qui a des effets de déformation du maillage de proche en proche. Et puis la deuxième chose qui s'est passée, c'est que ces entrepreneurs politiques, on le voit bien à partir des grandes villes aujourd'hui, sont en train de se construire leur propre espace, qui est un espace finalement qui n'est pas territorial, mais qui est de plus en plus réticulaire, me semble-t-il. Alors ça se voit un peu, là aussi c'est un élément de discussion avec Nicolas, ça se voit un peu avec ce qu'on appelle les pôles métropolitains, c'est-à-dire au fond des alliances qui ne sont pas nécessairement contiguës d'un point de vue territorial entre les grandes villes et les villes moyennes qui les environnent. Moi qui suis toulousain, bon, on a vu quand même apparaître un truc assez marrant qui est espèce de conférence de Toulouse et des villes moyennes de Midi-Pyrénées, alors que tout le monde expliquait que Toulouse était en train de tuer les villes moyennes de Midi-Pyrénées. Bon, elles sont toutes tombées d'accord pour, au moins sur le papier, signer une espèce de texte en disant « nous sommes solidaires dans une forme d'interdépendance qui reste à définir, etc., mais qui est d'ordre réticulaire ». Puis quand vous discutez, par exemple, avec les Lyonnais sur la manière de construire le territoire, un jour, je pose la question au directeur général des services de l'agglomération, enfin de la métropole de Lyon, en disant comment est-ce que vous concevez votre rôle de nouvelle capitale régionale d'échelle Rhône-Alpes et Auvergne. Et il me regarde et il me rit au nez, il me dit, nous, mais capitale régionale, mais on s'en fiche totalement. C'est pas notre espace. C'est pas notre espace. Nous, notre espace, c'est les réseaux de relations que nous construisons avec nos alliés de proximité, et puis Turin, Barcelone, etc. Bon, ils rêvent un peu, mais... c'est bien aussi qu'ils fassent ça. Alors, dans le registre universitaire, moi, je trouve que j'ai eu un exemple, alors sûrement vous connaissez ça évidemment beaucoup mieux que moi, c'est l'université à la Bretonne, que je trouve vraiment extrêmement intéressant, où le discours général, c'est solidarité bretonne entre les territoires, hein, et distribution, alors je ne sais pas si on peut dire site ou établissement, etc., de façon que chaque territoire breton, d'une certaine manière, ait son bout d'enseignement supérieur, que chacun ait sa chance, etc., etc. Et puis en privé, vous discutez avec des universitaires ou des politiques de Rennes qui disent, bon, la Bretagne, ça commence à nous peser un peu quand même, et stratégiquement, on a quand même plutôt intérêt à faire des alliances à l'extérieur de la Bretagne si on veut commencer à exister un peu dans le développement de l'enseignement supérieur. Voilà. Et alors ça, de ce point de vue-là, c'est complètement raccord, si vous voulez. C'est très intéressant, je trouve que les stratégies des villes, en réalité, dans cette prise de pouvoir sur le territoire, je pense, sont complètement raccord avec les stratégies universitaires. Il y a une proximité qui est très intéressante. Bon. Alors je termine, si vous me permettez, avec, du coup, quid des régions dans cette affaire-là. Alors...
Bon, d'abord, il faut voir que les régions, c'est pour moi l'éternelle promise qui ne trouve jamais sa place dans le régime matrimonial territorial français. C'est-à-dire, en fait, c'est des vieilles filles ou des vieux garçons, quoi, si vous voulez, les régions, au sens où elles ont toujours été considérées, depuis qu'elles ont été créées, comme la collectivité d'avenir, celle où on va faire de la recherche-développement, c'est des collectivités de mission, où on va innover, etc., etc., etc. Et en fait, alors à la fois pour des raisons juridiques, pour des raisons financières et pour des raisons politiques, les régions n'ont jamais trouvé leur place dans le paysage politique français. Et ça s'est résolu, c'est là où j'en viens à votre inquiétude schématologique. Et alors Nicolas connaît ça beaucoup mieux que moi. Ça s'est résolu par des institutions qui, finalement, sont... c'est étrange, si vous voulez, les régions. C'est-à-dire qu'ils ont une jambe de bois et puis... ils marchent... je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire qu'ils ont un gros pied complètement enraciné dans le sol avec les TER et les agents de lycée, quoi, si je caricature. Et l'autre pied où ils peuvent faire absolument n'importe quoi, c'est-à-dire 10 000 schémas, tous plus abstraits les uns que les autres. Je sais, je gagne ma vie aussi avec ça. Je dirais des formes de poésie bureaucratique, quoi, si vous voulez, dans lesquelles, faute de capacité d'agir, on fait des schémas. Donc on fait des schémas de développement économique, des schémas écologiques, des schémas numériques, des schémas touristiques, des schémas, etc., etc. Bon, qui n'ont strictement aucun impact sur quelque réalité que ce soit, ou quelque capacité d'agir que ce soit, bon, qui peuvent éventuellement servir de référence ou de référentiel quand même, parce qu'il y a quand même de la production cognitive dans cette affaire-là. Mais si, les géographes sont mobilisés, hein, parfois même les économistes. Bon, et donc... Et qui, alors, moi je trouve que c'est très intéressant les schémas. Nicolas en dira beaucoup plus que moi de manière beaucoup plus précise. Si vous voulez, c'est du gouvernement Canada Dry, quoi, si vous voulez, le schéma. C'est-à-dire que ça donne le sentiment qu'il y a de la stratégie, ça donne le sentiment qu'il y a de la décision, ça donne le sentiment qu'il y a une orientation, mais en fait, il n'y a aucune... après coup, une fois que vous avez dégusté le schéma, si vous voulez, il n'y a aucune griserie liée à l'absorption de substances un peu excitantes qui donneraient envie d'agir, etc. Une fois que vous avez lu le schéma, vous êtes plutôt plombé et vous vous dites « so what ?» Bon. Alors, juste pour terminer, voilà, là cette fois c'est vrai, du coup, voilà, mon message, ça serait quoi, si j'en ai un? C'est méfiez-vous du territoire. C'est-à-dire, ne croyez pas ce qu'on vous raconte sur le territoire. Le territoire, c'est un des aspects des politiques publiques. Il faut être clair et dire, au fond, il y a des fonctions territoriales, d'administration des territoires qui sont extrêmement importantes, mais tous les enjeux de la société et de l'humanité ne se résolvent pas via le territoire. Donc arrêtons de nous prendre la tête sur le territoire. C'est de l'administration par des collectivités locales qui ont des enjeux propres et qui ont des intérêts propres et qui sont importants et intéressants, mais c'est pas ça qui va traiter la totalité des questions, etc. Premièrement. Deuxièmement, vos alliés, me semble-t-il, c'est plutôt les villes. Parce que c'est là où il y a, me semble-t-il, véritablement de la capacité à agir et de la montée en puissance de la capacité d'agir et de l'appétit. Et troisièmement, comme disait l'autre, n'ayez pas peur des schémas. Si les schémas ont un sens, et on peut espérer que, via la loi NOTRe, quand même, en récupérant une certaine prescriptivité, les schémas prennent un peu plus de consistance que ce qu'ils n'avaient jusqu'à présent. Si les schémas ont un sens, moi je leur donnerais un sens de convention collective. Et pas du tout un sens de planification, programmation, prescription. Qu'ils ne peuvent pas avoir. Qu'ils ne peuvent pas avoir, excusez-moi.
Tout simplement parce que les régions, même si elles ont le pouvoir de faire des schémas, elles n'ont pas le pouvoir, elles n'ont pas la compétence de gouvernement de la matière sur laquelle elles font des schémas. Elles n'ont pas vraiment la compétence. Elles ont une compétence aménagement du territoire, elles font des schémas d'aménagement du territoire, mais in fine, c'est quand même bien les collectivités locales de base, le bloc communal, qui va décider de fait de l'usage des sols, etc. Elles font des schémas enseignement supérieur, mais au bout du compte, c'est quand même bien les communautés universitaires, les établissements, les grandes écoles, etc., qui vont ou pas s'inscrire dans ces schémas-là. Bien sûr, on peut orienter avec des financements à la marge, etc. Mais au bout du compte, les régions ne sont pas pilotes de cette affaire-là. Et donc, moi, il me semble que le vrai intérêt des schémas, c'est on n'est plus du tout dans une forme et c'est en ce sens qu'on n'est pas dans un fédéralisme à la française, si vous voulez. Les régions n'ont pas l'autorité politique qui leur permette de faire ça, ni juridique d'ailleurs. Donc elles sont au mieux des lieux où on va pouvoir conclure des conventions collectives entre différents acteurs, différents établissements, etc. Et dernier point, donc utiliser le territoire pour ce qu'il est, pour ce qu'il sait faire, c'est-à-dire de l'aménagement, du transport, du service, du logement, de la qualité de vie, etc., etc., et pas pour ce qu'il ne sait pas faire, c'est-à-dire du contenu, de la stratégie de recherche, etc., etc.